Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal pour une nouvelle interview politique. Bonjour Marc Pénat. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal du groupe Aix en Partage et aujourd'hui vous êtes le candidat du nouveau Front Populaire pour la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône pour ces élections législatives anticipées. Donc je le rappelle, ces élections législatives, elles ont lieu à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier, suite au score historique du Rassemblement national aux élections européennes. Vous aviez d'ailleurs, vous, apporté votre soutien à la liste du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann et vous étiez déjà venu sur le plateau nous en parler. Donc on a entendu différentes réactions suite à cette dissolution. Les représentants politiques de gauche l'ont vivement critiqué, par exemple. Vous, comment vous l'avez reçu ? Moi, je pense que c'est la décision d'un homme seul, d'un homme qui est président de la République et qui pourtant joue avec nos institutions. Bien sûr, c'est dans la Constitution que le président de la République puisse se dissoudre. Mais les conditions de cette dissolution s'interrogent. C'est-à-dire qu'on avait une élection européenne et non pas une élection nationale. Il n'y avait aucune urgence à cette dissolution. Cet appel à retourner vers le peuple est particulièrement hypocrite. Je crois qu'Emmanuel Macron a eu une blessure narcissique. Emmanuel Macron, ensuite, continue ce qu'il fait depuis le début de sa carrière politique, c'est-à-dire d'essayer de faire imploser, exploser, comme on veut dans les termes, la vie politique française et le débat à droite-gauche. Il a tellement bien fait qu'aujourd'hui, le RN est aux portes du pouvoir et qu'il est en train de leur donner les clés, alors qu'il nous disait qu'il serait un rempart contre le Rassemblement national. Et j'ajouterai que la gauche a 2 fois voté pour lui, parce qu'il était soi-disant un rempart. Donc ce qu'il fait aujourd'hui est du point de vue moral et politique inacceptable. Mais à toute chose, malheur est bon. Parce que du coup, nous avons une élection d'une grande importance et nous, à gauche, on s'est rassemblés pour faire face aux dangers du Rassemblement national et proposer aux Français aussi un tout autre chemin que celui qui était qu'une impasse d'Emmanuel Macron. Et justement, cette coalition de gauche, elle s'est faite très rapidement. Oui. Pourtant, ça faisait des années que les électeurs de gauche demandaient aux candidats, aux partis de s'unir et il n'y avait jamais eu vraiment de point d'accord parce que trop de divergences, pour citer les termes. Là, cette fois-ci, ça a été acté très rapidement. Comment vous expliquez justement que ça se soit fait comme ça ? Alors d'abord, vous avez raison. Il y a chez l'électorat de gauche un fort sentiment et besoin d'unité. Bon, ça c'est une chose qui est vraie. Maintenant, le besoin d'unité est là. Après, il y a la manière politique de le faire. Et il y a aussi, c'est pas une magie l'unité. Il faut que l'unité se fasse dans des conditions et dans une perspective qui soit de fond et qui soit réellement efficace. Pour moi, depuis bien longtemps, c'est la première fois que c'est un rassemblement de fond, même s'il s'est fait très rapidement, et qu'il a, je crois, une grande efficacité. Une grande efficacité parce que nous sommes la seule force politique rassemblée à pouvoir arrêter le RN. La majorité présidentielle est en grande difficulté. Les résultats des élections européennes, les sondages qui arrivent montrent qu'elle est en deçà. Donc nous avons à gauche une immense responsabilité. Et puis il y a le fond. Le fond, c'est notre programme. La grande différence, c'est que là, nous avons un programme que l'on veut identifiable pour les gens, avec des mesures immédiates, de court terme, et puis des mesures qui s'inscriront beaucoup plus dans le temps et qui doivent montrer que, parce que c'est souvent aussi ce qui arrive à gauche, c'est que les promesses seront tenues. Et pour ça, il faut qu'il y ait des promesses identifiables, parce que souvent la gauche déçoit, parce qu'elle tiendrait mal ou pas ses promesses, et c'est vrai en partie. Donc il faut que l'on sorte par le haut de cela, et le Front populaire qui est élargi, qui comprend un front syndical uni, qui comprend également tout un mouvement citoyen et associatif qu'on va retrouver samedi prochain, à 14h, dans une manifestation contre l'extrême droite. Donc ça s'est énormément élargi. Et c'est en ce sens, selon moi, que nous sommes crédibles sur le fond et efficaces. Justement, vous parlez de votre programme. On entend beaucoup que votre programme, il est, je cite, infinançable. Emmanuel Macron, hier ou avant-hier, disait que c'était un programme qui était même immigrationniste. Qu'est-ce que vous avez à répondre, vous, face à ces critiques ? Je ne savais pas qu'Emmanuel Macron était prix Nobel d'économie, puisque le prix Nobel d'économie, en France, qui est une Française, une femme que je salue, eh bien, elle trouve ce programme crédible. De nombreux économistes, comme M. Piketty, Porcher et d'autres,
considère que ce programme est réaliste. En gros, c'est un programme qui, entre guillemets, si on parle comme cela, coûte 150 milliards. Nous avons des recettes à la hauteur de 150 milliards. Et puis au-delà de ça, moi j'en ai soupé, je vais le dire ainsi, d'entendre cette petite musique qui nous met dans les extrêmes, alors qu'il n'y a qu'un extrême, c'est l'extrême droite, et deuxièmement, qui nous fait passer pour des irresponsables. Et aussi avec l'idée qu'on ne peut jamais rien changer. C'est dommage que les gens gagnent que le SMIC, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est dommage que l'inflation structurelle ait amené les gens dans la pauvreté, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la situation des temps, c'est presque une adversité impossible à combattre. Non, c'est pas ça, c'est le résultat d'une politique qui a été menée par M. Macron. M. Macron laisse d'ailleurs une dette abyssale, donc il n'a aucune leçon à nous faire. Le Mozart de la finance a montré son incapacité à gérer le pays. Et je le disais tout à l'heure, donc c'est un score historique pour le Rassemblement national. C'est même un score inédit sur Aix-en-Provence, puisque pour la première fois, il est arrivé en tête avec 22,69% des suffrages, contre 16,47% pour la liste du Parti socialiste. Quel regard vous portez en tant qu'élu local sur ce score-là sur la ville d'Aix ? Oui, alors même à Aix-en-Provence, on peut commencer par le dire comme ça, il est le premier. Ça a une signification dans une ville qu'on dit toujours modérée, bourgeoise, de centre droit ou de centre gauche. On voit que le vote RN, à travers l'exemple aixois, est un vote structurel très profond, qui vient de très loin. Et c'est cela qu'il faut combattre. C'est donc d'autant plus difficile, mais d'autant plus important. C'est vraiment un problème de fond. C'est pas dans une ville abandonnée, simplement dans un quartier populaire sans équipement public que se produirait un vote, un cri de détresse. C'est fini, cette analyse-là du Rassemblement national. Il y a véritablement une partie de la population qui, devant une situation, je dirais, sociale, économique, même sociétale très incertaine, animé par de la crainte, la peur qui parfois est compréhensible, l'inconnu du lendemain, trouve apparemment dans ce vote, si ce n'est une réponse, l'idée que finalement on ne les a pas essayés, qu'on pourrait les essayer. Je voudrais rappeler à tout le monde, je suis historien, que c'est exactement la situation des années 30 de ce point de vue-là. Tout n'est pas à comparaison, mais dans les années 30, la démocratie était en difficulté. Il y avait eu la crise de 29, une très grosse crise économique. Les gens étaient désespérés et finalement sont venus au pouvoir soit par la force, soit par des élections, des gens qui ont installé des régimes totalitaires qui sont allés, et vous savez, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc sans se payer de mots, on a une telle confusion aujourd'hui, on a une telle désespérance sociale, on a tellement également de problèmes d'identité, d'identification dans des tas de domaines, que ce vote est en quelque sorte le reflet. Donc il faut le combattre sur le fond. Et c'est ce que nous voulons faire. Et je vous le répète, je pense que par les principes et les valeurs que l'on porte, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Parce que le programme du RN, il atteint au principe de la démocratie et de la République. Je ne dis pas qu'on va rentrer, tout à l'heure je faisais la comparaison avec les années 30, dans une période fasciste, mais on va rentrer au moins dans ce qu'on appelle le temps de la démocratie illibérale, qui touche l'état de droit, qui touche les libertés publiques, qui touche l'égalité de tous les citoyens et citoyennes d'ailleurs, devant la loi. C'est ça qui est en question. Les amis de M. Bardella, c'est M. Orban en Hongrie, c'est Mme Meloni en Italie, et ce sont des régimes populistes, nationalistes et illibéraux. Et nous ne pouvons que les combattre parce que l'on commence à atteindre des droits fondamentaux, on ne sait pas où ça s'arrête, et on revient aux années 30. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais je préfère parler de mon programme que de celui du Rassemblement national. Bien sûr. Vous êtes du coup très impliqué dans la vie politique locale, vous avez déjà été candidat aux élections municipales, vous êtes aussi conseiller municipal. Pourquoi ce choix, cette envie de vous présenter dans une élection du coup avec un enjeu national, puisque c'est des élections législatives, et d'avoir cette étiquette du nouveau Front populaire alors que vous avez votre propre parti sur Aix? Oui, notre propre mouvement. D'ailleurs, Aix en partage, c'est le Front populaire avant la lettre. C'est-à-dire que nous avons travaillé dès 2020 à une union de la gauche sans l'hégémonie d'un quelconque parti ou mouvement, dans l'équilibre et le respect de chacun. Et depuis 4 ans, nous montrons au conseil municipal d'Aix-en-Provence, pour ma part
également au Conseil métropolitain d'Aix-Marseille que cette gauche-là existe. Et donc nous avons en quelque sorte, par certains côtés, dans d'autres circonstances, anticipé ce Front populaire. Je pense que c'est un point important. Quant à moi, plus personnellement, je ne pensais pas me présenter à des législatives. Je ne me suis pas présenté la fois dernière, en 2022. Oui. J'étais trop occupé à mes mandats locaux, auxquels je tiens énormément, et auxquels je travaille tous les jours. Mais devant la situation politique, celle que je vous ai décrite, cette dissolution surprise, destructrice, les résultats du Rassemblement national, très vite j'ai compris dans la soirée que nous étions la gauche, la seule force à pouvoir s'y opposer. Et donc je me suis présenté auprès du Parti socialiste, puisque effectivement je ne suis d'aucun parti de gauche, mais j'avais choisi Raphaël Glucksmann pour des raisons de fond aux dernières élections européennes. Et finalement, j'ai été retenu, comme on dit, et donc je me suis lancé corps et âme dans la campagne. Emmanuel Macron a annoncé du coup la dissolution le 9 juin. Le premier tour a lieu le 30, le second tour le 7 juillet. Comment on part en campagne et on mène une campagne dans des délais aussi courts? On n'a jamais vu ça. Les mairies ont du mal à organiser tout ce qui va permettre à la démocratie de s'exprimer. Les bulletins de vote, les affiches nous arrivent au dernier moment parce que les conditions sont... Donc ce n'est pas de bonnes conditions. Ça ne peut pas être de bonnes conditions. C'est un premier point. Mais on fait toujours avec la réalité. Donc devant cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la rencontre des citoyens tout de même. Il faut choisir, on ne pourra pas aller partout. Mais il faut que les citoyens me voient. On fait une campagne sur les réseaux sociaux, mais je ne crois pas que les réseaux sociaux soient tout aujourd'hui. Donc nous faisons une campagne de terrain. On a mis en place une bonne organisation, je crois. Et puis moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'ensemble de la gauche, mais aussi des associations, des syndicats, se sont regroupés autour de ma candidature, qu'ils sont tous motivés, qui vont tous dans le même sens, même si hier ou avant-hier, parfois, on discutait de nos identités politiques respectives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les axes majeurs qui seront portés par les députés du nouveau Front populaire à l'Assemblée? Oui, alors, je réponds à votre question, mais je viens juste avant. C'est la même question, mais j'ajoute quelque chose. Le Front populaire, c'est pas le désordre et le chaos. Le désordre et le chaos, s'il arrive au pouvoir, c'est le RN. Nous voulons une démocratie apaisée. Nous voulons arriver au Parlement pour permettre au Parlement de jouer pleinement son rôle. Vous savez, vous êtes jeune, mais il y a eu des cohabitations en France. Oui. Et quand il y a eu des cohabitations, c'est le régime parlementaire qui dominait dans la Ve République, et non pas le régime présidentiel que veut tant M. Macron. Donc le Parlement jouera tout son rôle, il y aura un vrai débat démocratique, et si nous avons une majorité, surtout si nous avons une majorité absolue, mais même relative, nous ferons ce travail de fond. Et nous porterons un programme, une politique. Donc là, je réponds à votre question. À court terme, il y a des mesures extrêmement importantes. Il y a des mesures d'abord, qu'on va dire, d'urgence sociale. Les mesures d'urgence sociale, c'est le blocage des prix pour les produits alimentaires de première nécessité. C'est le blocage des prix de l'électricité, du gasoil, qui aujourd'hui entame énormément le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français et surtout les plus modestes. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Ensuite, c'est un travail sur l'abrogation de lois qui nous semblent injustes de M. Macron. Ça peut se faire dès le lundi de la victoire. L'abrogation de la loi sur les retraites, qui a été combattue dans la rue par une unité syndicale très forte. L'abrogation de cette loi inique sur l'assurance chômage qui ne résout rien sur le chômage et qui stigmatise des tas de gens qui n'ont pas choisi d'être au chômage et qui les précarise davantage. Voilà des exemples. Ça, nous allons l'abolir. Et puis très positivement, porter le SMIC, on nous parle beaucoup de ça, on nous attaque aussi là-dessus, à 1 600 € net. Je voudrais que tout le monde comprenne ce que c'est que 1 600 € net aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. C'est un pouvoir d'achat, mais c'est surtout un pouvoir vivre minimum. Donc nous pensons que c'est indispensable d'augmenter le SMIC, parce que lorsque vous augmentez le SMIC, en fait, c'est l'ensemble de l'échelle des salaires qui augmente. Certains en ont peur, certains pensent qu'à partir de là, on serait en faillite. Bon. Écoutez, en 1968, on a augmenté de 25% le SMIC. La France ne s'est jamais aussi bien portée économiquement qu'après 68. Pour nous, ça sera de 15%. Et puis, un SMIC augmenté,
c'est quoi? C'est davantage de consommation, parce que les gens qui sont payés au SMIC, ils n'épargnent pas, hein, ils ne peuvent pas, ils répondent à leurs besoins les plus immédiats. Et quand il y a de la consommation, l'économie est en marche. Quand l'économie est en marche, ben vous avez plus de rentrée fiscale, vous avez plus de croissance, et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Si on sait bien le maîtriser, on ne dit pas 2500, on dit 1600. Donc ça, c'est très important. Augmenter aussi le minimum retraite, augmenter l'allocation logement, augmenter l'allocation pour les étudiants de 10%, le point d'indice des fonctionnaires. Tout cela est financé et sera fait très rapidement, parce que d'abord, les gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et parce qu'ensuite, c'est de la vertu et de l'intelligence économique. Et puis, pour vous donner après un peu des sujets de fond qui vont aller plus avant, la bifurcation écologique, indispensable aujourd'hui. M. Macron, là aussi, après beaucoup de promesses, n'a pas tenu ses promesses. Le collectif climat qui avait été mis en place est très déçu de la politique de M. Macron. On s'aperçoit aujourd'hui que par rapport à ce qui était prévu, la France ne remplit pas ses obligations en matière de bifurcation écologique. Donc il faut investir là-dedans. C'est capital pour notre avenir commun et notamment l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse. Quel monde il y aura demain? C'est capital. C'est ces questions-là qu'il faut se poser et pas savoir s'il y a des extrêmes à droite et à gauche. Je pense que c'est vraiment des questions beaucoup plus intéressantes pour les Français. Il y a la bifurcation écologique, il y a l'investissement dans l'école qui va mal, dans la santé. Parce que l'hôpital, vous êtes jeune et vous ne devez pas avoir trop de problèmes de santé, en tout cas je vous le souhaite, mais les gens qui aujourd'hui ont du mal à trouver un médecin, qui ne sont pas pris en charge dans les urgences tellement celles-ci sont débordées, l'hôpital qu'on a détruit pas à pas, en faisant une entreprise libérale et rentable, alors que la santé appartient à tous. Voilà ce que nous allons remettre en route. Aussi, j'oublie pas un élément, les agriculteurs. Il y a eu ce soulèvement des agriculteurs. On veut un rapport différent entre le producteur qui est l'agriculteur et les donneurs d'ordre qui tiennent aujourd'hui le manche. On veut renverser la chose pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. Pas qu'on leur donne simplement quelques subventions ou qu'on nous fasse croire que c'est à cause de l'Europe que tout va mal en matière agricole. Ce n'est pas vrai. Il faut redonner aux agriculteurs tout simplement les moyens de vivre de leur travail. Voilà quelques exemples très concrets de ce programme. Et ça faisait très très longtemps que la gauche n'était pas allée autant au fond de mesures indispensables. Et ça, je suis fier de le porter. Et je ne suis pas là simplement pour combattre le RN. Je vous ai dit tout ce que je pensais du RN. Je suis là pour proposer vraiment notre programme et touchable, perceptible immédiatement par les citoyens. Et justement, si vous êtes élu, comment vous allez porter les préoccupations des habitants de votre circonscription jusqu'à l'Assemblée et pourquoi c'est important que les Aixois se mobilisent à cette... Bien sûr, je vais vous donner un exemple, le logement. Oui. Le logement social. Vous voyez, il y a en ce moment un programme ANRU, en Cagnan, oui. Qui va entraîner destruction de bâtiments très anciens, qu'il fallait à un moment donné ou rénover ou détruire, et il va y avoir un changement dans le quartier et des gens à reloger. Ces gens à reloger aujourd'hui sont en grande difficulté parce qu'il n'y a pas assez de logements à Aix, notamment de logements sociaux accessibles, parce que cette ANRU est mal faite. Moi, je demande qu'on révise le cahier des charges de la loi ANRU et qu'il y ait une autre perception de ces changements parfois indispensables dans un quartier. Et de ce collecter-là, ça signifie aussi de ne pas abroger la loi SRU, qui est la loi qui oblige la construction de logements sociaux, lui trouver peut-être des aménagements pour qu'elle soit plus efficace, que ce soit aussi un problème de répartition je dirais, de responsabilité entre les différentes communes. Voilà un exemple. À Aix, il y a un grand problème de logement, un très grand problème de déficit de logements sociaux. Moi, je serai le député qui portera la question du logement social. J'en ai fait un cheval de bataille au conseil municipal et métropolitain. Je porterai cette question devant le Parlement. Et la mobilisation des Aixois, pourquoi vous pensez qu'elle est importante, en particulier sur ces élections-là? Parce qu'il y a eu un gros taux d'abstention aussi aux dernières élections. Alors, bien sûr, là vous abordez la question capitale. On est à peu près à un Français sur deux, comme un peu partout. Voilà. Donc c'est très important d'aller chercher les abstentionnistes. Mais ça, un peu, tout le monde le dit. Et puis c'est vrai que lorsque on dit qu'il y aura peut-être quelques votes
qui n'étaient pas là aux européennes, on ne sait pas sur qui ça va forcément se poser. Donc il faut savoir ce que nous avons à dire aux abstentionnistes. C'est surtout ça qui compte. Mais je vous donne un exemple de la crise politique profonde que nous vivons. Et il faut qu'à gauche, on en ait bien conscience. J'espère qu'on va en avoir conscience. Samedi dernier, à Marseille, manif contre l'extrême droite. Des étudiants qui sont dans la manif, qui sont là, des jeunes qui sont là, a priori conscients politiquement, puisqu'ils viennent crier en quelque sorte leur inquiétude devant un RN qui arriverait au pouvoir. Je discute avec eux, ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Des gens conscients, quelque part, qui sont dans la manifestation et qui ne votent pas. Je connais plein de gens engagés dans le domaine associatif, social, qui portent nos valeurs. Des jeunes qui sont engagés dans le domaine de l'écologie, par exemple, mais dans d'autres domaines aussi, qui sont vraiment des gens engagés, pas des gens qui disent tous pourris, comme on peut entendre par ailleurs. Ces gens-là engagés qui ne trouvent pas sens dans le vote. C'est ça que nous devons retrouver. Et pour redonner du sens, il faut à la fois, comme vous disiez, qu'on puisse demain tenir nos promesses, et aussi qu'on ait un programme intelligible, véritablement appréhendable, simplement par la majorité des citoyens, notamment de ces jeunes citoyens. Donc nous allons faire un travail vraiment de fond, en quelques jours, ce qui est pourtant difficile, mais pour changer cet ordre des choses. Oui, il faut aussi aller voter. Vos aînés le faisaient. C'est parce qu'on a voté en 81 pour la gauche qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, qu'il y a eu la diminution du temps de travail. Sans cela, ça ne se serait pas réalisé. Il fallait à la fois l'engagement associatif, l'engagement syndical, et après porter par des forces politiques. C'est ces éléments-là, dans un monde qui a changé, bien sûr, qu'il faut retrouver aujourd'hui. Et je suis sûr que c'est possible. Je leur ai parlé. Je pense que certains devaient s'inscrire encore sur les listes électorales. J'espère qu'ils l'ont fait. Et d'autres qui l'étaient, cette fois-ci, ils vont voter. Et ils vont voter pour le nouveau Front populaire. Justement, l'exemple de la jeunesse, il est très intéressant parce qu'on a vu que la tranche d'âge des 18, 30 ou 35 ans, ils ont massivement voté pour le RN aux élections européennes. Là, d'après les sondages, leur choix se porte plus sur le nouveau Front populaire. Donc ça montre que la jeunesse, c'est un électorat qui est vraiment capital en fait pour ces élections. Et c'est eux qui feront l'avenir demain. Hein. Chaque génération, vous savez, chaque génération, par ses engagements, par l'influence qu'ils peuvent avoir sur la société, sur leur propre vie, sur leur vie familiale, sur leur vie professionnelle, sur leurs études, change la société, aide la société à évoluer. Et il faut espérer que ça soit dans le bon sens, puisque c'est vrai qu'il y a des jeunes, et beaucoup, qui votent Rassemblement national. Donc ça doit interroger, c'est ce que je vous parlais en quelque sorte du suffrage et du vote de fond du RN. Donc ça interpelle, ça veut dire que c'est pas simplement des personnes âgées qui auraient peur de la délinquance ou de l'insécurité ou de l'immigration, c'est autre chose qui se joue là, vous voyez. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Je pense qu'il y a un élément. L'élément, c'est que longtemps, la gauche, depuis longtemps, a perdu la voie justement citoyenne, la voie de l'engagement local. C'est pour ça que c'est important d'être un élu local avant d'être un élu national. C'est extrêmement important. Ce qu'on appelait aussi la culture populaire, l'éducation, le rôle de l'école. Ça, c'est fondamental. C'est un ajout fondamental. Pourquoi ? Parce que je pense que ces jeunes seront mieux informés. Ça ne veut pas dire que quand on est mieux informé, on vote forcément à gauche, mais en tout cas, ils seront beaucoup plus éclairés en tant que citoyens. Ils auront des points de repère. Aujourd'hui, vous dites à un citoyen de 25 ans, attention, le Front National, c'est 1936, 1939, 1940. Pour eux, c'est comme le Moyen-Âge, 1940. Ils ne savent pas. Et pourtant, quel travail il a fallu faire au lendemain de la Shoah, je le rappelle, et de tout ce qu'a entraîné ce type de régime. Donc, c'est fondamental. Il nous faut retourner sur le local et le terrain auprès de ces jeunes. Parce que s'ils sont éclairés, certains, parce qu'ils ont cette éducation, cette culture, d'autres valeurs, voteront conservateurs. Peut-être même certains d'extrême droite, mais il y en aura déjà beaucoup moins. Et puis certains seront éclairés par leur engagement et seront votés pour des forces de progrès. Merci beaucoup Marc Pénat d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine interview politique.